Voilà, c'est parti. Donc ici, on a une poulie, vous pouvez voir là. Et il faut d'abord que je vous explique ce que c'est la gorge d'une poulie. Alors, ceci, c'est une pièce de monnaie, d'accord? Par exemple, 1 euro. Si je la regarde de profil, ça va ressembler à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ben, une poulie, c'est plus ou moins la même chose. De face, ça ressemble à ça. Mais de profil, ça ressemble à ça. Pourquoi? Parce qu'il faut bien ici avoir un trou pour mettre la corde. Si j'ai pas de trou, ma corde, elle risque de glisser de gauche à droite. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle la gorge d'une poulie. La gorge, c'est l'endroit où on met. C'est une gorge quand vous êtes dans des paysages ou quoi, c'est des trous, c'est des canyons si vous voulez. Eh ben, c'est ce qu'on appelle la gorge d'une poulie aussi. Ici, c'est une poulie avec deux gorges. C'est-à-dire que votre poulie, elle ne ressemble pas à ça, mais elle ressemble à ceci de profil. Vous voyez, je peux mettre deux cordes, une à l'extérieur et une autre à l'intérieur. L'extérieur ici de ma poulie, elle est là, et j'en ai une autre ici. Donc c'est une poulie sur laquelle sont enroulées deux cordes. Il y en a une première qui est enroulée comme ça à l'extérieur, et il y en a une deuxième qui est enroulée comme ça à l'intérieur. Et donc c'est important de se rendre compte que c'est bien des cordes différentes. C'est la même poulie, mais ce sont des cordes différentes. Ça c'est pour l'énoncé. Ici, on aimerait bien en fait savoir un peu tout. C'est-à-dire quelle va être l'accélération de ce système, sachant qu'on vous donne les masses qui rentrent en jeu, les différents rayons qui rentrent en jeu, et le moment d'inertie de la poulie, ce qui est en gros sa masse du point de vue de la rotation. Est-ce que c'est clair l'énoncé pour tout le monde jusque-là? Et si oui, comment est-ce que je peux résoudre ce genre de problème? Qu'est-ce que vous feriez? Je vous écoute, hein. Lancez-vous. Si vous voyez pas comment vous lancer, on peut en discuter. Qu'est-ce qu'on... Oui. Il n'y a à aucun moment il y a de la cinématique dans cet exercice. Ouais, on va pas faire de cinématique. Ici, on va faire vraiment de la dynamique pure. La cinématique, on aurait pu vous demander après, par exemple, hein, c'est là qu'on peut en créer des millions, mais c'est tout le temps la même chose au final. Donc, à un moment, on va arrêter de vous le poser. Mais voilà, le sol est là, il faut combien de temps pour descendre, par exemple. Mais ici, on regarde juste la partie de base qui est, ça va être quoi l'accélération angulaire de la poulie, à quelle vitesse elle va tourner, à quelle accélération elle va tourner, et quelles sont les tensions dans les cordes. Là, on peut déjà faire deux systèmes, non? Vu qu'il y a deux cordes différentes. Ouais, ça va être quoi les systèmes? M1 et R1, R2. Ouais, donc j'ai le système, je vais le mettre en noir. J'ai là mon système, on va dire 1, avec la masse M1. Oups, Ah, il y a un troisième du coup, je trouve. Vu qu'il y a la poulie. c'est ça. J'ai ici un deuxième système qui sera la masse M2 et j'ai un troisième système qui est la poulie. Ça, c'est un très très bon début. Ensuite, Ensuite, on fait chacun des axes. On décompose les forces. Ouais. voilà, on met les axes, on décompose des forces, et pour pouvoir On va faire la décomposer des clé, forces, il faut mettre des forces, de fait. Alors,
ici, je vous propose qu'on mette le même système d'axe pour tous. Il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des systèmes d'axe différents. C'est la même chose. Et donc, ça vous va si je fais un système d'axe vraiment classique? Oui. Comme ça. Ok. Et du coup, mes forces. Par exemple, dans le système 1, qu'est-ce que j'ai comme force? La Le tension. poids et la tension dans la corde. Ouais, parfait. Alors, je vais appeler ça P1, comme c'est le poids du système 1. Et la tension, j'appelle ça T1, ça vous va? Oui. Oui. Ok. Et du coup, c'est quoi mes équations? Ici, donc, c'est mes équations selon Y. T1 moins P1. Égal à M1. M1. Ouais. Ouais. Enfin, M1 fois A. Un moins, il y a un moins comme il va descendre, non? Ouais, Alors, c'est fois ici, il faut un peu réfléchir. Donc, Ah oui, il va M1, monter. c'était 36 kg de mémoire. Je vais juste vérifier pour être sûr. Oui, c'est ça. Et M2, c'était 12 kg. Alors, d'après vous, ça va aller de quel côté? Ça va monter. Non, ça va Enfin, descendre. ça Non, va descendre, je M1, vais dire. c'est Je vais dire ça va descendre. descendre. M1 va Ça va descendre. être moins l'accélération. Ouais, Ouais, M1 va ouais. descendre. Alors, moi, je vous conseille toujours, pour pas vous perdre, de noter ici sur le schéma aussi l'accélération. Comme ça, vous voyez, c'est un vecteur et ça vous rappelle peut-être de bien faire attention ici au sens Ouais, moins donc c'est M1. ouais. Ok. Et donc ça, moi, je vais juste l'écrire, mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire, hein. Mais donc, on est bien en dynamique. Parce qu'à un moment, on va faire des exercices avec des mélanges de statique, de dynamique, mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire. C'est juste moi qui l'écris. Ok, le système 2, quelles sont les forces? Le poids et la tension. Ouais. Et la tension, je l'appelle comment? T2. T2. Ok. Et tant qu'à faire, on mettrait déjà l'accélération? Vers le haut, cette fois-ci. Ouais, et il monte. Vers le haut. Vers le haut. Voilà. Alors ici, c'est très important. Imaginons que vous vous soyez trompé, en fait, que vous avez inversé M1 et M2, que ça va aller vers le bas. C'est pas grave si vous laissez ça comme ça. Vous allez juste trouver quelque chose de négatif. Ce qui est vraiment important, c'est que vous fassiez les choses de manière cohérente. C'est-à-dire que si celui-ci va vers le bas, celui-ci doit aller vers le haut. Ce qui sera faux d'office, c'est si vous mettez les deux vers le bas ou les deux vers le haut. Par contre, tant qu'ils sont de sens opposé, peu importe si jamais vous vous êtes un peu trompé de système, ça va marcher. Ok, et donc mon équation selon Y, ça donne quoi dans le système 2? T2 moins P2 égale MA. MA2. Ouais, voilà, vous gérez. Ok, du coup, quelles sont les forces sur ma poulie? La tension De quoi sur quoi? de M1 sur R1 et de R2 sur M2. Comme ça et comme ça? Non, R2 ça doit monter. Du côté de R2 ça doit monter. Comme ça? Ouais, je pense. Même de l'autre côté, ça doit monter, non? La corde, elle fait que tirer. Alors, on va leur donner des noms. À gauche, on l'appelle comment? TR1. T1. TR1. Ouais. Et ici, donc, on lui donne le même nom. C'est pas anodin. C'est parce que ça va être la même tension. C'est la même corde. Sa tension est prolongée. Du coup, de l'autre côté, ça vous va si j'écris T2? Oui. Alors ici, la corde, elle va tirer ma poulie comme ça. Si j'ai une poulie ainsi, peu importe, ici, pensez pas dans le sens dans lequel ça tourne ni rien. S'il y a une masse qui est suspendue ici, ça va d'office tirer la poulie vers le bas par là.
Il n'y a aucune chance que ma masse qui est ici en dessous vienne pousser ma poulie vers le haut comme ça. D'accord? La corde, ça fait toujours que tirer. On tire vers le bas. Ma masse tire vers le bas ma poulie. D'accord? Ou pas d'accord? Ok, non, d'accord, je viens de comprendre. Moi aussi, je me suis. Bah, c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit à chaque fois vous. C'est pour ça que je vous pose des questions, hein, parce que c'est là que vous vous rendez compte que vous n'avez pas bien compris ou comment vous l'auriez résolu. Est-ce qu'il y a d'autres forces sur ma poulie? Son poids. L'inertie. Alors l'inertie, c'est pas une force, par contre On va son pas poids, prendre- c'est une force. Je vais appeler ça PP pour le poids de la poulie. Est-ce qu'il y a d'autres forces? Ouais, la tension entre la tension corde et la corde, poulie. la poulie. On l'appelle juste T, ça vous va? Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme équation? Selon Y. T moins P. T moins PP. C'est égal à 0, non? Non, c'est check. Il y a aussi la torsion de T1 aussi, non? Ouais, les- Moins Voilà, T1. attention. Moins T1. Moins T2. C'est égal à 0, non? C'est égal à 0. C'est ça, voilà. Bon, bah, attention, ici, il y a bien 4 forces dessus. Peu importe qu'on soit sur le centre de gravité ou sur le côté, dans tous les cas, on tire sur ma poulie. Et par contre, ici, ma poulie, ben, on s'attend à ce qu'elle soit statique selon Y. On n'a pas envie qu'elle commence à tomber aussi, à se dérouler ou quoi. Alors, ceci, on ne vous le demande pas du tout dans l'énoncé, en fait. C'est bien de le voir, mais dans l'énoncé, on s'intéresse juste, vous voyez, à T1, T2 et l'accélération angulaire. On ne vous demande pas du tout ce que vaut ici la tension T. Donc, je ne vais pas en parler. Mais si on vous la demandait, ben voilà, ce serait cette équation-là qu'il faut employer. D'accord? Donc ici, je vais l'écrire juste pas nécessaire. Ici, ben voilà. En fait, typiquement, on vous a pas donné la masse de la poulie, donc vous savez même pas résoudre cet exercice. Enfin, en fait, il y aurait moyen, mais... Ok. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Les liens, non? Il y a les liens, mais avant ça, est-ce qu'il n'y a pas encore une équation que je peux ou que même que je dois écrire? Ma... Accélération. Plein. C'est égal à accélération angulaire. Ouais, ça va être plus ou moins dans les liens. Mais donc justement, voilà ma poulie. Elle est statique selon Y, mais elle bouge ma poulie. Ça veut dire qu'elle tourne, ça veut dire qu'il y a des moments de Monsieur, on doit force. faire. Ah, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et donc ici, vous voyez, pour les translations, on fait selon X et Y. Pour les moments de force, on va faire selon un sens de rotation. Moi, je vais dire par exemple, selon ce sens de rotation-là que je définis positif, que j'aurais pu sur mon schéma. Et c'est toujours par rapport à quelque chose. Mais ici, on va faire par rapport au point qui est fixe. Ce qui est fixe sur ma poulie, c'est par rapport à l'axe de la poulie. Et donc là, en fait, on va faire quoi? On va faire la somme des moments de force est égale à l'inertie fois l'accélération angulaire. Donc c'est quoi la somme des moments de force ici? On a T1 moins T2. Comme ça? Les autres sont d'accord? L'axe, il est bien au milieu, c'est ça? Répète? L'axe, là. Le point de rotation, il est où? Monsieur, Oui, l'axe il est là, Ah, il est là. Ok, au ouais. milieu. T1 moins. c'est pas T2 moins T1 comme ça. Pas moins T1 plutôt. T2 pose moins ça. T1. Comment je dis c'est premier? Ouais, parce que. Ouais, c'est ça, normalement, non? Alors, j'ai une question pour vous. C'est quoi la formule du moment de force?
ou une des formules. C'est le Mm. bras de levier fois la force. Donc là, vous m'avez parlé des forces, mais les bras de levier, ils sont où? Ici. C'est ce qui est. Quand on prolonge du poids jusqu'à Mhm. T1 par exemple. Ouais, tu- Donc allons-y étape par étape. J'ai une poulie, j'ai une force T1 ici, et mon axe de rotation est là. Donc mon bras de levier, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est ceci? Et ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est le rayon 1? Donc mon moment de force ici, ça va être le rayon 1 fois T1. Ah, T1 aussi. Et là, pour votre plus et moins, il faut réfléchir dans quel sens est-ce que ça fait tourner. Ça fait tourner Ça va être dans ce sens-là. D'accord? Si j'ai une poulie que je tire comme ceci, elle va tourner comme ça. Donc ça, c'est le sens positif. Puis c'est moins R2 fois T2. Et puis ce sera moins R2 fois T2. Parce que dans ce cas-là, je serai ici au petit rayon R2. Je tire là avec T2 et donc je tourne dans l'autre sens. Ah, exactement comme on aurait fait en statique en fait, avec les moments de force. Ça va, donc ça, juste pour vous rappeler, ça c'est bien le bras de levier fois la force. Ça va ça pour tout le monde? Alors, est-ce qu'il y a des moments de force dus à PP et T? Ils sont nuls. Non, ils sont nuls. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bras de levier. Exactement, super. Vous n'avez pas tout oublié, parfait. Ok, ça va être égal. Par la formule là, hein. On avait dans le cas des translations F égale MA. Ben ici, on a M égale I alpha. C'est juste la même chose, mais avec des rotations. Donc ici, I, qu'on vous a donné dans l'énoncé, en fait, hein, I, c'est 40 kg mètre carré. Et maintenant, il faut réfléchir à alpha. Alpha, c'est bien un vecteur. Donc, il faut regarder son sens. Ma poulie, elle va tourner dans quel sens ici? Vers la. Anti-horlogie. Sens contraire de. Anti-horloge. Sens trigo. Ouais, c'est ça, antiologique, trigonométrique ou vers la gauche, tout me va. Hop. Voilà. Et donc ça, c'est plus ou moins? C'est plus. C'est plus. Voilà. Et donc, ici, c'est vraiment important que si vous avez un moins là, vous avez un plus là, et vous avez un plus là. Ces trois paramètres-là doivent être liés. Et ça, c'est une erreur assez courante où à un moment, vous vous trompez sur un des signes. Il faut être cohérent tout du long, et donc je vous encourage vraiment à le noter sur votre feuille pour pas vous tromper et à y faire bien attention. Il faut toujours bien faire attention au sens, ici des deux côtés de l'équation. Parce que des deux côtés, on a des vecteurs. On a des vecteurs ici, mais aussi là. Pareil pour F égale ma. Bon, allez, je vais mettre somme des forces égale ma plutôt. J'ai un vecteur à gauche, mais j'ai aussi un vecteur à droite. Donc bien y faire attention des deux côtés. Ok, et alors on a la dernière étape dont vous aviez déjà parlé. Donc là, j'avais trouvé 1, la masse M1, 2, la masse M2, 3, la poulie. Ben, je vais faire maintenant les liens. D'après vous, quels sont les liens? Alors on en a déjà fait ici, hein, avec T2 et T2 et T1 et T1. Comme ils sont classiques, on les a tout de suite fait. D'après vous, qu'est-ce qui est commun à ces trois systèmes? T1 et T2. C'était. Alors ici, pourquoi est-ce que T1 serait égal à T2? Ferme ta gueule. D'après Vous avez vous. dit quoi, monsieur? D'après vous, pourquoi est-ce que T1 serait égal à T2? Il y a la même. C'est pas la même corde.
Voilà, c'est pas la même corde, donc il n'y a pas de raison que ce soit la même chose. Ce sont deux L'accélération. cordes différentes. Voilà, ça va plutôt être au niveau de l'accélération que ça va être identique. Mais ici, c'est pas vraiment identique. A1 va pas être égal à A2. Qu'est-ce qui fait que A1 et A2 bougent Qu'est-ce qui fait que la masse 1 et la masse 2 bougent ensemble? Parce que c'est la même poulie. C'est la même poulie. Et donc, ce qui est commun aux deux systèmes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est l'accélération de la poulie, donc l'accélération angulaire? Oui. Et donc ici, je vais faire un petit schéma à côté. Ici, ma poulie, elle a une certaine accélération angulaire. Ça veut dire qu'ici, j'ai une accélération tangentielle. L'accélération tangentielle, là, elle vaut combien? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alors, pour le lien à chaque fois entre vitesse tangentielle et vitesse angulaire et accélération tangentielle et accélération angulaire, c'est chaque fois lié au rayon. Plus je suis loin, plus je vais avoir une grande vitesse. D'accord? Moi, le schéma que je fais souvent, c'est celui-là. Vous voyez ici, je fais le même angle. Ici, j'ai le même angle pour tous les points, mais plus je suis loin, plus je fais une grande distance. Donc, si je fais une grande distance en même temps, c'est que je vais plus vite. Plus je suis loin du centre, plus je vais vite. Donc, la vitesse, c'est la vitesse angulaire fois le rayon. L'accélération, c'est l'accélération angulaire fois le rayon. Et donc, ici, là, mon accélération tangentielle, c'est alpha fois R1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc, pour l'autre poulie ici, mon accélération tangentielle ici, elle vaut quoi? Alpha fois R2. C'est ça. Et par contre, ici, là, vous êtes relié à la masse 1. Et donc ça, en fait, ça va être l'accélération de la masse 1. Alors qu'ici, vous êtes relié à la masse 2. Et donc ça va être l'accélération de la masse 2. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Ok. Donc ici, les liens, je vais mettre juste voir page suivante. Mais donc, mes liens, c'est que l'accélération 1, c'est alpha R1. Et l'accélération 2, c'est alpha R2. Où j'avais bien ici l'accélération 1 ici, l'accélération 2 ici, et là j'ai l'accélération angulaire alpha. C'est clair pour tout le monde ça? C'est pour cette raison-là que je vous ai forcé un peu au début à écrire à chaque fois T1, T2, A1, A2. Parce que en fonction du problème, on n'aura pas toujours des trucs. Ah oui, c'est la même accélération partout, c'est la même tension partout. C'est la bonne chose à retenir, c'est pas ah oui, c'est la même tension partout, c'est ah, c'est la même corde, donc j'aurai la même tension des deux côtés. Ah, ici, si la corde descend d'un centimètre à gauche, elle descend d'un centimètre à droite ou quoi, donc j'aurai la même accélération. Mais ici, si cette corde-ci descend d'un centimètre, bah, cette corde-ci, comme elle est beaucoup plus proche, elle va pas faire la même chose. Vous voyez, si là je bouge d'un centimètre, attendez, je vais le faire en plus grand qu'avec un centimètre. Si ici, je bouge de tout ça, alors ici, j'ai bougé que de ça. Donc vous voyez que ma corde ici, elle va monter, on va dire, environ de ceci. Alors que la corde rouge ici, elle va bouger de ceci. Et donc c'est pas la même chose. Ici, à gauche, je vais bouger beaucoup plus vite qu'à droite pour la même rotation. Donc je vais réécrire un peu tout ça. Donc ma première équation, c'était celle-ci. T1 moins P1 égale moins M1A. Donc on va recopier ça.
T1 moins P1, et là vous comprenez comment je fais mes erreurs, hein, en recommençant de mémoire. Voilà, moins M1. J'avais aussi T2 moins P2 égale M2 A2, ça c'était cette équation-ci. Et puis on a l'équation des moments, qui était R1 T1 moins R2 T2 égale I alpha. Et puis on avait mes deux liens. A1 c'est alpha R1 et A2 c'est alpha R2. Je vais essayer de faire un peu un meilleur alpha. Ça, c'est toutes les équations qu'on avait trouvées. Maintenant, il faut résoudre ça. Vous voyez ça donne l'impression qu'on a 5 équations à 5 inconnues, mais heureusement, ça va vite se simplifier. Pour résoudre ce genre de choses, moi, je vous conseille de toujours repérer celle qui reprend un peu tout. C'est-à-dire cette équation-ci. Vous voyez, dans cette équation-ci, on a du T1. Ça, c'est mon équation avec du T1. On a aussi du T2. Ça, ce sera mon équation avec du T2. Et on a du alpha, ben c'est ce qu'on cherche en fait. Alors moi, c'est comme ça que je repère ça. Comme ça, je sais déjà me dire que, ok, T1, je vais le trouver grâce à la première équation. T1, c'est P1 moins M1 A1. Et T2, c'est P2 plus M2 A2. Maintenant, ici, j'ai du A1 et du A2. Or, moi, j'aimerais bien avoir juste du alpha. Et donc, je vais remplacer ce A1 et ce A2. Ici, je vais remplacer A1 et A2 dans mes équations là-haut. Et donc, ça, je viens les remplacer ici. Ça fait quoi? Ça fait qu'on a T1 égale P1 moins M1. Et là, je remplace A1 par alpha R1. Je vais le mettre dans une autre couleur pour bien se rappeler d'où ça vient. Je vais mettre ça comme ça. Et pareil ici pour T2. Est-ce que ça va pour tout le monde cette partie-là ou est-ce que j'en reparle? Non, ça va. Voilà, ça va devenir un réflexe, ou si ça l'est pas encore. J'espère que ça va le devenir. Quand vous avez un système comme ça, vous repérez l'équation qui a l'air horrible. C'est-à-dire ici, c'est celle-là, il y a plein de choses que je connais pas dedans. Et du coup, vous allez chercher chacune des inconnues. T1, ah ben, je peux la trouver grâce à l'équation 1. T2, ah, grâce à l'équation 2. Alpha, ben, c'est ce que je cherche, j'ai pas d'équation avec à part celle-là. Et puis après, au-dessus, j'ai des A1, des A2, ben, je vais remplacer ça pour avoir tous des alphas dedans. Et donc maintenant, je peux tout injecter. J'injecte mes équations, ça, ce sera l'équation 1 et ça l'équation 2, dans l'équation 3. Ça veut dire que j'ai R1 fois T1, je vais mettre ça en rouge. T1, il est là. C'est P1 moins M1 alpha R1. Donc ça, c'est T1. Moins R2 fois T2. Alors T2, il est ici, donc c'est P2 plus M2 alpha R2. Ça, c'est T2. Et ça, c'est égal à I alpha. Là, il nous reste juste à distribuer, puis isoler alpha et trouver alpha. Vous êtes toujours d'accord avec moi?
Donc là, je distribue R1 qui rentre à l'intérieur, puis je distribue R2. Et ça, c'est égal à I alpha. Et comme je cherche alpha, je vais faire passer tous les alphas de l'autre côté. Donc à gauche, j'ai R1, P1 moins R2, P2. Et à droite, j'ai M1 alpha R1 carré, plus M2 alpha R2 carré, et, oups, plus I alpha. Je vais mettre alpha en évidence. Je peux recopier à gauche, pas pour le temps que ça me prend. Et je peux donc trouver que alpha, c'est égal à R1 P1 moins R2 P2 divisé par M1. Ouais, c'est ça, t'avais compris. Est-ce que ça va pour tout le monde pour la résolution de l'équation? Monsieur, Oui? ça va être toujours être comme ça. Genre, comment on va trouver toutes les équations qu'il nous faut et tout, on va en prendre une. C'est globalement l'idée. C'est globalement l'idée. Alors, il y a plusieurs manières de le voir, hein, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je cherche celle qui me semble la plus compliquée et je regarde comment remplacer dedans tout ce que j'ai pas. Grâce aux autres équations, souvent, tu auras une équation plus compliquée que les autres. Une équation qui fait intervenir plus d'inconnus. C'est... Monsieur, Oui, en bas, c'est pas censé être négatif. Genre, c'est pas moins M1 R1 au carré. non, c'est plus. Alors, tu vois, si tu as A plus B égale C, ici, tu avais une addition. Donc, quand tu changes de l'autre côté, ça va devenir une soustraction. Hein. Par contre, si tu as A fois B égale C, tu avais une multiplication. Donc, quand tu changes de l'autre côté, ça devient une division. Mais tu fais pas les deux en même temps. Si tu Ok, fais ça plus va. 5, ça devient moins 5. Si tu fais fois 5, ça devient divisé par 5. Mais pas mélanger les deux. Ok, ça va. Alors, il reste à calculer ça, remplacer ça par les différentes valeurs. R1, c'était 1,2 m. R2, 0,4. Donc c'est parti. R1, c'était 1,2 m. R2, c'était 0,4. Les masses M1, c'était 36 kg. Alors ici, mon 12 fois 10, c'est quoi? Ça, c'est la masse 2. Ça, c'est le petit g, hein, puisque le poids, c'est égal à m fois g. Divisé par 36 fois 1,2 au carré plus 12 fois 0,4 au carré. Et ici, on ne vous demandait pas de calculer l'inertie, on vous disait tout de suite, l'inertie de ma poulie, c'est 40 kg mètre carré. Et donc, ça fait plus 40. Là, vous prenez votre calculette et vous le calculez. Ça fait 4,1 si on arrondit. Moi, j'ai eu 4,1. Et ben moi, j'ai eu, vous n'allez pas le croire, mais 4,1. Et ça, c'est quoi comme unité? Mètre par seconde, 1. Mètres par seconde au carré. Comme ça? Non, monsieur, c'est pas ça.
C'est pas radian par seconde, monsieur. Ici, c'est une accélération angulaire, donc c'était Ouais. bien des radians par seconde au carré. Attention, hein, sinon ce serait une vitesse angulaire, mais c'est bien des radians. Voilà, important les unités là. À la très grosse louche, c'est combien de tours par seconde? Vraiment à la très grosse louche. Deux tours. Combien? 2 tours. Alors, c'est 2 tiers de tour. Tu vois, un tour, c'est 2 pi. Donc 2 pi, c'est environ 6. Ici, on a 4 sixièmes, on a à 2 tiers. On fait les 2 tiers d'un tour environ. Ça, c'est l'accélération. Donc au début, on a une vitesse angulaire nulle, ça bouge pas. Puis après 1 seconde, on fait 2 tiers de tour par seconde. Et puis après 2 secondes, on fait 1 tour et 1 tiers par seconde. Et puis après 3 secondes, vous voyez que ça va commencer à tourner de plus en plus vite. Mais ça tourne déjà assez vite, hein. Vous imaginez, après seulement 1 seconde, on fait déjà quasi 1 tour par seconde. Ça, en même temps, bon, d'un côté, il y a 36 kg, de l'autre côté, il y a 12 kg, c'est normal que ça tourne vite. Alors, à votre avis, si la poulie était beaucoup plus légère, est-ce que ça tournerait plus vite ou moins vite? Ça tournera plus vite. Plus vite, je pense, non? Plus vite, oui. Ça tournerait plus vite. Alors ça, vous pouvez le voir. Quand je dis si la poulie était plus légère, ça rentre où? C'est l'inertie de la poulie. Si la poulie était plus légère, mon inertie serait plus petite. Ici, typiquement, si ça valait 0, on passerait à 7 radians. Donc si I égale 0, ça c'est juste pour réfléchir un peu avec vous, hein. Alors, alpha, il vaut environ 7 radians par seconde au carré. Ça, c'est une manière de le comprendre, pour déjà faire un lien avec ce qu'on verra plus tard, c'est que, on va dire Dieu, peu importe vos croyances, moi ça me fait plaisir de dire Dieu, Dieu il a choisi que tout le monde avait des points. Par exemple, tout le monde commence avec 10 points. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Et donc, mon système, là, il a 10 points au début. Ces points, c'est fixe. Ça veut dire que en fait, l'énergie d'un système, elle va rester constante. Alors, on verra ça plus en détail dans quel cas, pourquoi, mais elle va rester constante. Et après, c'est en fonction de la situation que ces points vont être répartis différemment. Par exemple, ici, on voit qu'on a 36 kg qui sont très hauts. Et donc ici, on pourrait dire que mes points, ils sont mis dans le fait que j'ai mis une masse très haut. C'est ce qu'on appelle l'énergie de pesanteur. On a mis beaucoup de points pour que cette masse reste haute. C'est dur de mettre une masse en hauteur. C'est plus facile de l'avoir au sol. Et puis, on lâche le système. Et donc, ma masse, elle va descendre ici. Celle-ci va monter, mais elle est plus légère. Donc, il y a l'effet global. Parce que ici, hein, l'effet global, c'est qu'en gros, il y a 24 kg qui descendent, si vous voulez. Ça veut dire que là, mes points qui étaient dans la hauteur, ils partent dans de la vitesse, en fait. Je dis, ben voilà, je dépense une partie de mes points dans la vitesse. Mais tout ne part pas dans la vitesse ici de ma masse qui va de plus en plus vite pour descendre. Il y a une partie qui va devoir partir dans la poulie qui tourne. Et donc c'est pour ça que ça va aller moins vite. Imaginez, au début j'avais 10 points. Bah, au lieu de pouvoir mettre 10 points dans la vitesse qui fait que ça tombe, je vais devoir en mettre par exemple 6 dans la vitesse qui tombe et 4 dans la poulie qui tourne. Et plus elle va être lourde à tourner, plus je vais devoir mettre de points pour la faire tourner. Et donc moins je vais tomber vite. Ça, c'est la conservation de l'énergie. Pour employer les bons mots, au début j'avais de l'énergie potentielle, j'avais de l'énergie due à la hauteur. Cette énergie, elle va être convertie, grâce à la gravité, en énergie de cinétique, mais je vais avoir l'énergie
de ma masse qui tourne, qui va gagner de la vitesse, mais j'ai aussi l'énergie de ma poulie qui tourne. Et comme elle tourne, je perds une partie de mon énergie là-dedans, et donc mon système va descendre plus doucement. C'est pour ça que si vous avez un yo-yo, par exemple, si vous avez un yo-yo tout léger, quand vous le lâchez, il tombe très vite. Par contre, il y avait des yo-yo à un moment, bon, c'est plus trop à la mode, hein, c'est plus quand j'étais en primaire, ça met des yo-yo très massifs, qui pesaient parfois 500 grammes, même jusqu'à 1 kg. Et alors là, ça se déroulait tout doucement, vous le voyez tomber tout doucement. Et plus vous le fiez tourner vite, plus il tournait vite, plus il tombait doucement, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui partait dans la rotation. C'est clair ça, cette petite parenthèse sur l'énergie? Parfait. Ça, c'est l'énergétique un petit peu. Alors, l'énergétique, on verra ça après, mais autant faire déjà les liens, puisque au final, vous devez tout comprendre. Et donc ici, voilà, on voit qu'avec des forces, tout ce qui se passe, donc il y a toujours moyen, mais vraiment pour comprendre physiquement ce qui se passe, l'énergie, c'est toujours chouette, pour avoir une idée à la grosse louche. Alors avec l'énergie, on ne peut pas trouver la tension dans les cordes, etc. Mais on peut comprendre que, ben oui, si j'ai une grosse poulie qui tourne, ben, c'est logique que ça va aller moins vite, parce que je perds de l'énergie à la faire tourner. Donc ici, j'ai trouvé la réponse à la question A, qui était que vaut alpha. Maintenant, il faut trouver les tensions dans mes deux cordes, On va être première. et on peut pour ça employer, voilà, j'avais l'équation 1, c'était T1, et l'équation 2, c'était T2. Et je vais les recopier, c'est celle qui est là en haut, hein. T1, c'est P1 moins tout ceci. Et T2, c'était P2 plus M2 alpha R2. C'est les deux équations que j'ai là. Et donc là, on peut juste remplacer. P1, c'était la masse de 36 kg fois petit g, moins cette masse de 36 kg fois, on avait trouvé ici une accélération angulaire 4,1 et le rayon, c'était 1,2. Et le même genre d'idée pour T2. Et voilà, si vous calculez ça, bon, allez, on va vite le faire pour être sûr que je ne me sois pas trompé. Ça se peut aussi. Voilà, 182,88. Maintenant, bon, j'insiste à l'examen, vous pouvez m'écrire 183 newtons, hein, c'est pas faux. Mais comme sur Moodle, on vous demande 2 chiffres après la virgule, j'ai pris l'habitude de le faire comme ça. Pour vous, ça devient quasi un réflexe. Donc si j'ai 100,32 newtons, on va vérifier. Eh ben, j'ai fait une erreur sur T2. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur sur T2? Monsieur, Ah oui, c'est un plus ici, vous voyez? ouais, j'allais Ok. dire ça. Voilà, pour ça que c'est toujours bien que je calcule. Pour ça que je le calcule souvent à la fin, parce qu'au tableau, je fais vite des petites erreurs. Hop. Et ici, j'ai donc 139,68. On va vérifier. C'est mieux. Est-ce que ça va cet exercice ou est-ce que vous avez des questions dessus? Non, ça va pour tout le monde? Voilà. Essayez d'être systématique. Placez les forces. Somme des forces égale 0, somme des moments de force égale I alpha. Somme des forces égale MA, pardon. Somme des moments de force égale I alpha. Et puis, ce qui va être un peu chaque fois propre à chaque système, c'est de regarder un peu quels sont les liens. C'est pour ça que moi, je vois ça comme une étape à part, qu'on peut faire en premier lieu, hein, ça dépend un peu de votre aisance, mais de bien se rendre compte ici, ah, c'est des cordes différentes. Par contre, la poulie, elle entraîne tout, et donc ici, j'allais avoir alpha
et ici alpha R1 comme accélération, et là alpha R2 comme accélération. Ok. Alors, il y a une machine qui s'appelle la machine d'Atwood, qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Atwood, contre toute attente. L'idée est la suivante, c'est que à un moment, au tout début, quand on a commencé à s'intéresser un peu, à essayer de comprendre comment marchait la gravité, on voulait mesurer petit g. Ce qu'a fait Galilée dans un premier temps, c'est qu'il s'est mis en haut d'une tour. Il a pris une masse et il l'a laissé tomber. Et il a mesuré le temps. Le hic, c'est que ça va vite en fait. Et qu'à l'époque, Galilée, c'est 15e siècle, c'était un peu compliqué pour lui de mesurer ça précisément. En plus, ça va très vite quand même, hein. Une accélération de 10 mètres par seconde au carré, ça veut dire qu'après une seconde, on est déjà à 36 km par heure. Après 2 secondes, à 72 km par heure. Et en plus, là, on va tellement vite qu'on va avoir des frottements avec l'air qui vont fausser les mesures. Et donc, il a assez vite abandonné cette idée-là. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a fait des plans inclinés. Il a trouvé des plans inclinés, il mettait des masses dessus et il regardait à quelle vitesse ça descend. Là, on peut aussi trouver petit g, hein, puisque en fait, qu'est-ce qui fait descendre? Ça, c'est la projection px. Donc, il mesurait l'angle. Et là, avec l'angle, il pouvait choisir que ça descende suffisamment doucement. Par contre, c'était assez compliqué parce que vous avez vu qu'il y avait quand même les forces de frottement ici. Donc, il fallait s'arranger pour avoir des forces de frottement cinétiques. Et donc, il fallait que ça soit toujours en mouvement. Mais donc, il devait trouver l'angle ici parfait pour que ce soit tout juste en mouvement, mais pas trop quand même pour que ça aille pas trop vite, parce que s'il mettait un gros angle comme ça allait descendre beaucoup trop vite. Et puis ça dépendait un peu des surfaces de contact. S'il mettait une bille, c'était pas la même chose que s'il mettait un plot. Et donc ils arrivaient à faire des mesures et en gros ils ont réussi à trouver G qui valait 10. Mais nous on emploie 9,81 et en fait on connaît ça même beaucoup plus précisément. Mais pour réussir à avoir des précisions ici plutôt de l'ordre du pour 1000, ben, on a dû attendre Atwood. Alors ça c'est de l'histoire, hein, c'est pour un peu vous expliquer d'où ça vient. Évidemment, on va jamais vous demander à l'examen c'était qui Atwood, c'est quoi la machine d'Atwood. Moi ce qui m'intéresse c'est que vous soyez capable de résoudre des exercices, mais plutôt qu'appeler ça une poulie avec deux masses, on va quand même lui donner le vrai nom de qui a inventé ça. L'idée c'était de se dire que c'est un peu comme avec le lustre, si vous vous souvenez, on avait un lustre avec un cascadeur attaché de l'autre côté. Ben ici, l'idée c'est de se dire, si j'ai une masse toute seule, elle tombe à 10 mètres par seconde au carré. Par contre, si je la relie via une poulie à une autre masse, et que les deux ont quasi la même chose, imaginons ici que j'ai 10 kg, et de l'autre côté j'ai 9,9 kg. Alors il y a moyen de calculer que ça va tomber à une vitesse beaucoup plus petite, à une accélération beaucoup plus petite. Et ça, c'est ce qu'on va faire un peu maintenant. Regardez un peu à quelle accélération ça tombe en fonction de ce qu'on a. Et vous voyez qu'ici, avec une masse de 4 kg d'un côté et de 1 kg de l'autre, et puis d'autres choses, on en reviendra, j'ai une accélération qui est de 1,8. C'est quand même plus simple, c'est 5 fois, une accélération 5 fois moins rapide que quand on avait la gravité. Et il y aurait moyen, je ne l'ai pas fait, mais si au lieu de mettre 4 kg, j'avais mis 3 kg, alors j'aurais quelque chose d'encore plus petit ici. Et si j'avais mis 2 kg, encore plus petit, etc. Et donc Atwood, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des masses très semblables pour avoir une accélération très petite qui lui permettait, par exemple, le temps que la masse descende de 1 mètre, que ça lui prenne 2 minutes, par exemple. 2 minutes pour descendre d'1 mètre. Comme ça, avec les moyens de l'époque, il pouvait mesurer très précisément. C'est pas grave de faire une erreur d'une demi-seconde quand on mesure quelque chose qui dure 2 minutes. Alors que pour Galilée qui lâchait son boulet de canon, bah, une demi-seconde quand on bouge à 70 km par heure, ça fait une grosse différence. Donc ça, c'est un peu la motivation derrière cette machine. Mais du coup, pour être précis,
il a fallu prendre tout en compte. Et donc, il a fallu prendre en compte non seulement les masses, mais il a fallu prendre aussi en compte la poulie. Et une troisième chose, et c'est surtout pour ça que j'aimerais bien vous le présenter, ce qu'on appelle un couple résistif, c'est-à-dire les frottements. Sur le sol, on avait vu les frottements de manière un peu compliquée. C'est-à-dire, on avait vu que si ça bougeait, on avait des frottements cinétiques qui valaient μc fois n. Et si c'était à l'arrêt, on avait des frottements statiques qui valaient μs fois n au maximum. Sinon, ça s'adaptait. Ben, pour les poulies, c'est beaucoup plus simple. On ne va pas calculer tous ces μc fois n parce que ça prend trop de choses en compte. Ça prend en compte les frottements qu'il y a autour du palier, ça prend en compte les frottements qu'il y a avec la corde, ça prend en compte les imperfections de ma poulie. Et donc, dans le cours, mais dans la vraie vie, on va toujours juste vous dire les frottements valent ça. Juste, voilà, mes frottements, ils valent 2 Nm, ou 5, ou moins 10, ou 10, pardon. On ne va jamais vous donner une formule, voici le coefficient de frottement, trouver, ce sera toujours, ça vaut 5, ça vaut 10. Et il y aura à chaque fois deux cas, les cas statiques et les cas cinétiques. Et là, ce sera la même chose que pour le cas de translation. En statique, ce sera une valeur qui va pouvoir monter jusqu'à un certain point. Par exemple, je pourrais dire, ça c'est les frottements statiques. Je vais appeler ça taux Fs. Ça veut dire qu'on peut monter maximum jusqu'à 5 Nm de frottement statique. Ça veut dire que ma poulie, elle est immobile et elle est prête à garder cette immobilité jusqu'à fournir une force de 5 Newtons, si vous voulez. Et dès qu'on est au-dessus, elle se met en mouvement. Et dès qu'on est en mouvement, on aura des frottements cinétiques qui seront plus petits, par exemple de 2 Newtons. Comme c'est des frottements, ça veut dire qu'on s'oppose au mouvement. Ça veut dire que ici, regardons un peu, ma masse 1, c'est 4 kg. Ma masse 2, c'est 1 kg. Et donc, dès qu'on est avec des frottements, il n'y a pas le choix. On doit réfléchir dans quel sens est-ce que ça va bouger, parce que si ça bouge comme ceci, alors mes frottements, ils vont dans l'autre sens. Mes frottements, ils s'opposent au mouvement. Par contre, si ça bougeait dans l'autre sens, mes frottements s'opposent au mouvement, donc dans l'autre sens. Comment est-ce qu'on peut savoir dans quel sens ça va bouger? Il faut résoudre l'exercice sans frottement, en fait. Se dire, bah tiens, imaginons que ma poulie soit parfaite. Il n'y a aucune résistance, rien. Bah ici, j'ai 4 kg. Donc ici, le poids, il est de 40 newtons. Ici, j'ai un poids de 10 newtons. Et donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde que ça va partir dans ce sens-là? Oui. Voilà. Alors ici, ça a l'air tout bête, mais c'est la même chose même pour des cas plus compliqués. Imaginons qu'on ait un exercice que vous aviez eu là, celui-là. Hop. Là, à l'époque, on avait cherché les deux cas. Mais ici, imaginons que vous aimeriez bien savoir si ça va aller vers la gauche ou vers la droite. Eh ben, il faut regarder, tiens, de quel côté est-ce que je vais tirer le plus en statique. Donc vous le faites, pas en statique, pardon, sans frottement. Vous le faites sans frottement. Et alors sans frottement, vous verrez, soit ça part vers la gauche, soit ça part vers la droite. Et après, vous mettez les frottements dans le bon sens. Et donc là, il faudra faire des rapides calculs. On en reparlera quand on arrivera à des cas comme ça. Mais ici, c'est assez clair que ça part vers la gauche. Et donc, si je fais mon schéma, désolé, hein, je parle beaucoup, j'espère que je ne vous endors pas. Mais donc, si je fais mon schéma ici, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai comme force? J'ai le poids 1 ici, le poids 2 ici, la tension 1 ici, la tension 2 ici, la tension 1 ici donc,
et la tension 2 ici. J'ai évidemment le poids de ma poulie et la tension sur la poulie. Mais ça, ce que je vous propose, ici, je vais juste m'intéresser à tout ce qui est rotation. Et là, on l'a vu dans l'exercice précédent, ça ne jouait pas. Ça ne joue pas sur la rotation parce que le bras levier de ces forces est nul. Et donc, je ne vais pas les noter. Elles existent évidemment, hein. Mais là, je veux vraiment juste me concentrer sur tout ce qui fait tourner. Et donc, j'ai encore une force. Ici, on venait de réfléchir ensemble que ça, c'était mon accélération. C'est la même corde, donc j'ai la même accélération de l'autre côté, elle est juste dans l'autre sens. Et j'ai donc une accélération angulaire ici. Avec toujours mon lien habituel que A, c'est égal à alpha R. Il y a un lien entre l'accélération ici et la vitesse à laquelle on tourne là. Mais si je tourne comme ça vers la gauche, j'ai ce qu'on appelle un couple résistif, c'est-à-dire j'ai des frottements qui m'empêchent de tourner vers la droite. Et là, comme on est en rotation, c'est bien un couple, c'est-à-dire un moment de force. C'est un moment de force qui est résistif. Ce moment, dans les 3/4 des cas, on le trouve expérimentalement. Il n'y a pas vraiment de formule pour le trouver. Ça dépend vraiment de la poulie, du type d'axe, du type de roulement qu'il y a, du palier, de la répartition de la masse de la poulie. Et donc souvent, on fait juste l'expérience et on trouve ce qui valent. Et voilà, ici on a trouvé que ça valait 2 Nm. Alors attention, c'est pas 2 Newton, c'est pas une force, moment de force, donc c'est 2 Nm. Et donc là, j'ai fini de mettre toutes les forces sur mon schéma. Voilà, ça fait genre 2 heures que je parle tout seul. Et donc, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois réexpliquer? Est-ce que ça vous semble logique, les forces qui sont mises? Et surtout, comme c'est la nouveauté ici, est-ce que vous voyez un peu le couple résistif, à quoi ça correspond et comment le mettre? Et se rendre compte que voilà, c'est juste dire c'est quelque chose qui empêche de tourner dans le sens dans lequel on va tourner. Oui, monsieur. Ouais, ça va, c'est compréhensible. Alors, j'ai pas bien entendu ce que t'as dit. T'as tout compris, c'est ça que t'as dit? Ouais, j'ai dit que c'était facile à comprendre. Enfin, Ok, super. Bah, c'est ça, c'est plus simple en fait que les frottements de l'autre côté. Ok. Bah du coup, je vais refaire ce schéma-là sur la page à côté très rapidement. P1, T1, P2, T2, T1, T2. Hop, taux F. Alors ça, bon, je le fais pas très bien. Ça, c'est un taux grec. C'est la lettre T en grec. En fait, les moments de force, dans certains bouquins, on les note M comme moment de force ou taux. Et donc j'aurais pu essayer aussi le moment de frottement, mais très souvent ça se note tôt. Mais bon, ça c'est juste une notation, hein, vous ne devez pas les retenir. Dans tous les cas, on vous écrira toujours avant. C'est le couple résistif et puis après moi je l'ai nommé comme ça. Et donc j'ai A1 ici, A2 ici, mais on avait dit que A était le même des deux côtés. J'ai alpha ici et j'ai A égale alpha R. Ça c'est mes liens en fait. Ok, alors je vais le faire un peu moi-même comme c'est très semblable à l'exercice qu'on venait de faire. Dans mon système 1, c'est la masse 1. Si je vais trop vite, vous le dites, hein. Mais comme là, c'est vraiment une redite, il y a juste un élément en plus, je vais le refaire moi-même. J'ai T1, pourquoi? Parce que j'ai choisi mes systèmes d'axes comme ceci. Donc j'ai T1 moins P1 qui est égal à moins M1A. Pour la masse 2, donc ça c'était selon Y, hein. Pour la masse 2, c'est très semblable. J'ai T2 moins P2 est égal à M2A. Ça c'est le 2. Et puis il y a le 3, la poulie.
Et c'est ça qui est nouveau. Donc ici, je vais regarder les moments de force sur ma poulie. Donc ici, rappelez-vous, c'est somme des moments est égale à I alpha. Je vais faire un plus beau M. Donc là, encore une fois, on va faire ça selon un sens de rotation et par rapport à l'axe de la poulie. Et donc T1, ici j'ai un bras de levier, ça fait le rayon fois T1. Et ça me fait tourner dans ce sens-là, donc ça va être plus. J'ai la même chose avec T2, mais qui va dans l'autre sens. Et ici, j'ai le couple résistif. Bah, ce couple, c'est déjà, il s'appelle taux F, et il fait tourner dans quel sens? Plus ou moins? Je suis en train de faire ici. Moins. Moins. Ah, j'ai déjà fait, non, j'ai fait une partie, non, là. J'ai C'est fait une moins. partie. Et donc, ceci J'ai eu égale... interro- j'ai réussi, 10 sur 10. Ton cours, il est ouvert. Ça marche Il a réussi, il a eu 10 sur 10. bien. Bon, quand vous parlez chez vous, n'oubliez pas de couper votre micro, hein, comme ça vous perturbez pas tout le monde. Monsieur, Oui? ça me fait là les Mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir dans l'histoire, moi F, là. Attends, Le bras de levier. on va le noter. Maman, شو اللي قال لك نقص انا Vas-y, je t'écoute. Je Ah. dis, monsieur, Oui. bras de F. Il n'a pas de bras de levier. Alors justement, ici, taux F, c'est pas une force. C'est déjà un moment de force. On vous le donne déjà comme ça. En fait, il y a un bras de levier. Hein. Une manière de le voir, tu vois le centre de ton axe, il est là. Ça, c'est ton axe. Et par exemple, tu vois, tu as les billes ici du roulement. Toi, si tu te mets dans le palier comme ça. Et donc, tu as un bras de levier qui est là, grosso modo. Tu vois, avec tes frottements. C'est un petit bras de levier, je suis d'accord, mais c'est quelque chose qui empêche de tourner. Tu vois, ici, tu as des forces de frottement comme ça, et elles ont une certaine distance par rapport vraiment au centre, ici. Sachant que là, je t'ai fait les frottements avec le roulement, mais tu pourrais imaginer, ta poulie, souvent, elle n'est pas plate. Vous verrez dans les vidéos qu'a fait Monsieur Van Larbeek, mais souvent, ta poulie, c'est un gros cylindre, comme ça. Je ne suis pas du tout dessiné en 2 dimensions. Oups. Ta poulie, c'est un gros cylindre comme ça, et donc il peut y avoir des choses qui se passent aussi à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on ne vous le donne pas vraiment, parce que c'est de fait compliqué à calculer, parce qu'il faudrait trouver les bras de levier, il y a plusieurs choses qui peuvent frotter. Il peut aussi y avoir des petits défauts, imaginons qu'ils ne soient pas parfaitement lisses. Mais ça va avoir un effet de moment de force, et donc ici, c'est pour ça que c'est tout de suite des newton-mètres, tu vois, on dit c'est des newton-mètres, c'est tout de suite un moment qu'on te donne, et pas une force. Ça répond à ta question, ou pas trop? Ouais, ok. Et donc ici, il n'y a pas de bras de levier à chercher. C'est voilà, c'est quelque chose qui s'oppose à la rotation de Newton-mètre. Et donc, pour terminer ici, donc ça c'est ma somme des moments de force qui est égale à I alpha, et alpha positif ou négatif? Négatif. Positif. Positif, hein. On tourne Ouais. comme ça. Hop. Voilà, et là c'est juste pour vous faire prendre conscience que quand on résout ce genre d'exercice, le fait qu'il y ait un couple résistif, oui la question a l'air plus compliquée, mais en fait j'ai juste rajouté un terme ici, et c'est tout en fait. Il n'y a pas autre chose vraiment plus compliquée. Et donc, si je réécris mes équations, j'avais T1 moins P1 égale moins M1A. Ça, c'était la première équation ici. La deuxième, maintenant, j'ai T2 moins P2 égale M2A.
Ça, c'est la deuxième équation ici. Et puis, j'avais l'équation de même moment, RT1 moins RT2. Mais il y a aussi un couple résistif qui est égal à I alpha. Et vous voyez qu'ici, si j'ai un moins là, j'ai un plus là. Ce qui semble logique en fait. Si je tourne par là, si alpha va dans ce sens-là, alors mes frottements vont dans l'autre sens. Donc ça va toujours être opposé. Et puis j'avais aussi dit que A, c'était alpha R. Et ici, ben, vous reconnaissez un semblable à l'autre exercice. T1, je peux le trouver grâce à ceci. T1, c'est égal à P1 moins M1 A. Et ici, je peux remplacer A par alpha R grâce à ça. T2, on va le trouver grâce à ceci. Bon, j'ai dit que j'accélérais, mais n'hésitez vraiment pas à m'interrompre si j'accélère trop. Et donc, je peux remplacer dans mon équation 3. J'ai ici R fois T1, c'est-à-dire R fois P1 moins M1 alpha R. Ça, c'est égal à T1. Et vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas dit que T1, ici, et T2 étaient identiques. Ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais le fait qu'il y ait une poulie entre les deux, ça fait que mes tensions des cordes ne sont pas identiques des deux côtés. On en reparlera un petit peu plus tard. Oui, donc j'étais moins R T2, donc c'est-à-dire P2 plus M2 alpha R égale moins tau F, pardon, égale I alpha. Et là, on distribue et on résout. Je vais le faire pour vous. R1P1 moins M1 alpha R carré moins RP2 plus M2 alpha R carré moins tau F égale I alpha. Et donc, j'ai alpha. J'accélère un petit peu. Si vous avez envie de le résoudre chez vous, vous pouvez. Qui est égal à ceci. Je vais juste vérifier que j'ai pas fait d'erreur. J'ai fait une petite erreur quelque part. Oui, vous voyez ici? Là, c'est moins RP2 et le moins, il vient ici aussi. Donc là, c'est un moins. POC. Et donc ici, j'ai un plus. Voilà. Ok. Alors, ceci, c'est l'équation, mon accélération angulaire. Et vous voyez que comparé à tantôt, on a la même chose, sauf que ici, ben, il y a quelque chose qui vient se rajouter en plus. Ça, si on prend en compte tout. J'aime bien cette équation parce que ça permet un peu de comprendre quand est-ce qu'on peut négliger les choses. Je m'explique. Ici, on voit que alpha, ça va dépendre de ce couple résistif, mais qu'il est au même endroit que RP1 et RP2. Et donc RP1, calculons-le. Mon rayon ici, ma poulie, c'était 10 cm, donc c'est 0,1 m. Donc ça va faire 0,1 fois le poids 1. Alors le poids 1, ici, on est à 4 kg, donc 4 fois petit g, ça fait 40.
Moins 0,1 fois le poids 2, c'était 2 kg, fois petit g, ça fait fois 20. Et donc ici, ça fait 4 et 2. D'accord pour tout le monde? Alors, je pense que je me suis trompé. Oui, c'est 1 kg M2. Il me semblait bien qu'il y avait un petit souci. Ça fait 4 et 1. Et donc, 4 moins 1, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi que ça fait 3? Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 3 newtons, en fait. Enfin, j'ai 3 newton-mètres pour être exact. Et j'ai des frottements qui viennent en plus. Et ces frottements, c'était moins 2 newton-mètres. Et vous voyez que 2 comparé à 3, c'est énorme. Je ne peux pas du tout le négliger. Par contre, imaginons qu'à gauche, au lieu d'avoir 4 kg, j'ai 40 kg. Imaginons qu'ici, j'ai 40 kg, c'est-à-dire j'ai 400. Alors j'aurai 40 moins 1, ça fait 39. Et vous voyez que 2 comparé à 39, c'est rien du tout. Et donc, quand on parlait de poulie parfaite, en fait, c'est pas que c'est une poulie qui est vraiment parfaite, où il n'y a aucun frottement. Il y a toujours des frottements. Mais un de vos jobs, c'est d'être capable de savoir quand est-ce qu'on peut dire « ouais, mais ça joue pas du tout ». Et typiquement, on peut dire que ça ne joue pas du tout quand il y a une grande différence de masse. Plus on va se rapprocher de masses qui sont proches l'une de l'autre, plus ça va jouer. Si j'ai 4 kg et 1 kg, si j'avais même 4 kg et 1,9 kg, alors les frottements, ils sont super importants. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'en fait, tous les exercices qu'on vous a donnés avant, ils ne sont pas faux, ils ne sont pas trop simples. Souvent, j'avais une discussion avec mon grand-père par alliance qui me disait ah oui, mais en fait, vous, quand vous avez fait vos études de physique, c'est juste faire des calculs plus précis. Bah, pas toujours, en fait. C'est surtout être capable de se rendre compte quand est-ce qu'on doit passer par toute la méthode complète, tout tenir en compte, ou quand est-ce qu'on peut juste se dire, OK, en fait, c'est négligeable. Et donc, rappelez-vous, on avait vu à un moment un lustre avec une petite poulie ici, une petite poulie ici, et un bonhomme. Mon lustre, il faisait 121 kg, je pense. Et moi, 80 kg. Entre les deux, il y a 40 kg de différence. Et donc là, peu importe que vous ayez une petite poulie qui fasse 1 kg, qui ait un petit frottement de 2 newtons par mètre ou quoi, ça va rien changer. Peut-être qu'au lieu de trouver que l'accélération c'était 2,04 mètres par seconde carré, on va trouver 2,05 ou 2,02. Mais vous allez passer plein de temps à faire des calculs pour avoir aucune différence. Au lieu de dire que vous tombez en 3 secondes, vous allez trouver 3,05. C'est quelque chose qui n'est même pas visible à l'œil. Et donc, ces petites corrections, elles ne jouent vraiment que quand on regarde des choses assez précises. Ce qui est rarement le cas, hein. Quand vous allez sur un chantier, on ne regarde pas une grue qui soulève exactement 5 grammes. On regarde quelque chose qui soulève 50 kg, qui le bouge de 40 mètres. Vous n'en avez rien à faire si ça bouge de 39,99 mètres ou 40 mètres. D'accord? Il y a beaucoup de blagues sur Internet sur le fait qu'en physique, on simplifie toujours tout. Mais quelque chose d'important, c'est de se rendre compte qu'il y a une raison pour laquelle on simplifie. Tout comme quand on dit que les cordes sont pas élastiques, toutes les cordes sont un petit peu élastiques. Mais un tout petit peu, ça va pas bouger de 2 mètres et donc on peut considérer qu'elles sont fixes. Ça, c'est pour la partie s'il y a des frottements. L'autre partie, c'est ce qu'il y a en dessous. J'avais une masse ici de 4 kg fois 0,1 au carré, plus une masse de 1 kg fois 0,1 au carré, c'est le rayon, hein, plus ici l'inertie de la poulie. Alors, pour le rappel, l'inertie d'une poulie,
c'est la masse de la poulie fois le rayon de la poulie au carré sur 2. Donc la masse de ma poulie ici, c'est quoi? C'est 1 kg fois son rayon au carré sur 2. Alors ici, pour le terme en dessous, pour de nouveau regarder un peu à quoi ça ressemble, je pourrais mettre 0,1 au carré en évidence. Vous voyez, j'ai 0,1 au carré fois 4 plus 1 plus 1 demi. Vous voyez ça, j'ai sorti tous les 0,1. Pour dire qu'en fait, ici, si je compare, j'ai M1, j'ai M2 et j'ai la masse de la poulie divisée par 2. Bah là, c'est l'autre chose. Quand on disait qu'une poulie était négligeable, c'est quand la moitié de sa masse est petite comparée au reste. Vous voyez, à gauche, j'ai 4 plus 1, j'ai 5 kg. À droite, j'ai 1,5 kg. Alors, 1,5 kg par rapport à 5, c'est 10%. Donc là, si on considérait que la poulie n'entre pas en compte, j'aurais une erreur de 10%. Ça veut dire, imaginez que vous essayez de mesurer petit g. Petit g, c'est 10 environ. Bah, une erreur de 10%, ça veut dire qu'en faisant l'expérience, vous pourriez tomber sur 9 ou 11 entre les deux. Et donc, bah, si vous voulez faire une mesure précise, il faut absolument en tenir compte. Par contre, reprenons ici mon lustre. M1 plus M2, ce qu'il y avait des deux côtés, c'est 121 plus 80, c'est 201 kg. Alors, vous voyez, si ma poulie, elle pèse 1 kg ou 2 kg, bah, 1 kg par rapport à 200, c'est rien du tout. Et donc, c'est ça qu'on entend par une poulie parfaite, en fait. C'est une poulie où l'inertie de la poulie, ici, est tellement petite, mais petite, c'est toujours comparé au reste. C'est tellement petit comparé aux autres masses que ça n'a aucun impact. Ça va peut-être changer à un milliardième, un millième de ce qui se passe. Et donc, quand on dit qu'une poulie est négligeable, ça veut dire qu'on suppose que son couple résistif est négligeable, qu'il n'y a pas de frottement, et qu'on suppose qu'elle n'a pas d'inertie. Et pas d'inertie, ça veut dire qu'elle a soit un tout petit rayon, soit une toute petite masse, que ça ne va pas venir jouer. Voilà. Donc, là, c'est pour votre compréhension, hein. Si on vous demande cet exercice-là, vous devez être capable juste de me résoudre ça, et puis de taper ceci à la calculette. Alors, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais vous tombez sur 1,81 mètres par seconde carré. Alors bon, il faut d'abord ici c'est alpha, hein, qu'on a trouvé et on vous demande A. Donc il va falloir encore résoudre ça. Mais c'est important pour votre compréhension que vous compreniez bien, ça veut dire quoi une poulie qu'on peut négliger? Ben, c'est une poulie qui est pas très lourde et qui n'a pas beaucoup de frottement comparé au reste. Toujours comparé au reste. Vous pouvez employer la même poulie et tout d'un coup, pas mettre un lustre de 120 kg, mais mettre un lustre de 2 kg et il suspendre une boîte de lait de l'autre côté, 2 kg à gauche, 1 kg à droite. Ben alors là, tout d'un coup, vos poulies ne sont pas du tout négligeables. Dans l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, ici, hop, ah non, c'était pas aujourd'hui avec vous. Mais là, on avait, si vous vous souvenez, une poulie avec un aventurier qui descend. Ben, si vous regardez la masse de la poulie, elle est 1860 kg. C'est une énorme poulie. Donc, c'est pas du tout négligeable. Il faut absolument en tenir compte. Voilà un peu pour cette réflexion sur les poulies. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça a été cet exercice-ci avec le couple résistif et puis un tout petit peu de maths à la fin? Oui, mais monsieur, j'ai une petite question. Je t'écoute. Vous voyez ce que vous avez écrit tout à gauche? En fait, j'ai pas compris la petite formule là. Elle vient Celle-ci? d'où en fait? Oui. Alors, ça, c'est des formules qu'on vous demande de ne pas connaître parce qu'en fait, c'est un peu compliqué à calculer. Pour t'expliquer d'où ça vient, ben, c'est juste là pour l'intérêt. La formule de l'inertie, si tu as par exemple une masse là et une masse là,
c'est toujours par rapport à un axe de rotation. Par exemple, si tu choisis ça, l'axe de rotation, ça va être la somme des masses fois la distance au carré. Donc imagine ici, tu as 1 mètre et tu as des masses de 1 kg. Ça va être celle de gauche, ça va être donc 1 kg fois 1 mètre carré, plus celle de droite, 1 kg fois 1 mètre carré. Ça, c'est si tu as deux masses. Si je rajoute une troisième masse ici à 2 mètres, ben, il faudra rajouter à ça plus 1 kg fois 2 mètres carrés. Et si je rajoute une autre ici, par exemple, et ici, il faut faire de la plus. Quand tu as une poulie, des masses, tu en as partout. Tu as de la masse là, etc. Je ne vais pas faire tous les points, mais il y en a partout. Donc tu fais une somme qu'on appelle continue. Tu vas faire tous les milliardièmes de mètres. Tu vas sommer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça s'appelle une intégrale. C'est une somme continue. Et cette intégrale, vous ne savez pas la calculer. Pour l'écrire simplement, on va dire que c'est comme ceci. Bon, c'est pas comme ça que ça s'écrit, mais c'est une somme via une intégrale. Et donc, en fonction de la géométrie, tu vois ici que c'est un cercle. Ce ne serait pas la même chose si j'avais un carré. Ce ne serait pas la même chose si j'avais un triangle. Ce ne serait pas la même chose si j'avais un cylindre. Il faut faire une intégrale là-dessus pour trouver ce que vaut l'inertie. Mais vous n'avez pas encore vu les intégrales. Vous les verrez au second quadrimestre. Monsieur, ça veut dire, si je fais l'intégrale de mi fois r truc, donc je veux dire le n, en fait, c'est une constante, donc je fais passer devant, donc du coup, j'obtiens r cube sur Ouais, 3. justement, non. La formule exacte, mais ça demande de faire d'autres calculs. Ah, ok. La formule exacte est un peu plus compliquée que ça. Ok. Bah, je peux vous la donner. Enfin, j'hésite si j'ai pas envie que ça vous perturbe non plus. Euh, Parce qu'il y a plusieurs choses à voir. Je vais l'écrire comme ça. En fait, c'est ceci. Mais oui, c'est ça, si tu veux, c'est la répartition de la masse sur une longueur. Mais c'est un peu compliqué parce qu'après, tu peux le faire en 2 dimensions et je préfère pas trop vous montrer ce qu'il y a là. Mais il n'y a pas de constante ni rien en fait. Ah, ok. En fait, c'est toujours la masse fois ici une géométrie, on va dire. Là, ça dépend de la forme. C'est ça. Et donc là, il y a toute une manière de calculer. En fait, ça c'est la masse par unité. Et alors, si tu as une dimension, c'est de longueur. Si tu as 2 dimensions, c'est de surface. Là, c'est pas trop Et, ça, c'est un voilà, volume. de volume. Et donc là, tu dois trouver c'est quoi la répartition de ta masse dans une petite longueur. Et alors, tu trouves une formule grâce à ça. Et donc ici, il faudrait regarder, tu vois, c'est un cercle. Et donc la surface, c'est pi r carré. Et puis, il va falloir intégrer ça, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de relativement compliqué qu'on voit à l'UNIF, mais dans votre cas, il y a des tables avec tout ça. Et donc, on vous demande juste de savoir l'employer. Ok. Et monsieur, en fait, vous voyez dans la dernière équation que vous avez fait, donc tout à droite là, j'ai pas compris le 1 fois 0,1 au carré divisé par 2. Ah, ok. Ben ça, justement, tu as le terme ici d'inertie. Voilà, oui. Et l'inertie d'une poulie, on vous le donne. Comme je dis, il y a moyen de le démontrer et tout, mais à votre niveau, c'est long et compliqué. Et surtout, il y a des tables partout. Pour une poulie, c'est la masse de la poulie fois le rayon de la poulie au carré sur 2. Et dans l'énoncé, on disait que la masse de la poulie, c'est 1 kg. 1 kilo. On te disait que son rayon, c'est 10 cm. Et donc en mètres, c'est 0,1 cm, mètre, pardon, au carré
sur 2. Et donc, tu vois, c'est ce terme-là. Ok, donc chaque fois que j'ai l'inertie, je fais la masse du poli ré au carré divisé par 2. Si c'est une poulie, Si c'est une poulie, oui. parce que ça dépend de la forme. Mais chaque fois que tu as une poulie, c'est mr carré sur 2. Maintenant, dans les énoncés, on vous le rappellera toujours, hein. C'est pas quelque chose que vous devez connaître. Comme on l'a pas démontré, on vous dit, c'est comme si on vous donnait une table. Et voilà, c'est parti. Que vaut la masse de la poulie? Monsieur, Ça va? Ça va, ok, merci. Pas de souci. monsieur, Oui, j'ai pas je t'écoute. compris votre réponse là, pour la question B. Ce qu'on vient de trouver, c'est la question A. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est quasi la B. Tu vois que moi, j'ai trouvé ici alpha. Oui. D'accord? Et là, on demande l'accélération, A. Ah, Et donc, tu vois que ici, on a A égale alpha R. Et donc, ici, il faut que je multiplie tout ça par R pour avoir A. ok. Attends. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai pas été plus loin. C'est pour ça que vous voyez ici, il y a des petits, il y a des petites différences. Je vais juste vérifier que j'ai pas dit de bêtises. Oui, c'est ça. Et il y a moyen de simplifier un peu aussi, mais le gros de l'exercice que je voulais faire avec vous, c'est ceci. Après, il faut un peu chipoter, mais c'est pas très grave. Ça va pour tout le monde ou pas trop? Bon, en fait, allez. Bon, je vais vite. Juste pour toi, la formule correcte de l'inertie, c'est ça. Tu vois, tu as toujours la distance au carré. Et puis ça, c'est ce que je te disais, c'est comment est répartie la masse. Et là, tu as 3 quoi si tu es en une dimension. Donc si c'est de longueur, en 2 dimensions. Si c'est de surface, en 3 dimensions, si c'est de volume. Mhm. Et il y a toute une partie compliquée qui est comment changer ça, qui est un élément de masse, en un élément de géométrie. Et cette partie-là, bon, c'est un peu Ouais, géométrie. Ah, ok, c'est bon. Intégrale triple. Ça va, merci. Alors dans le cas par exemple, si tu as juste une barre, bah, c'est tout simple. Ta répartition de masse, c'est égal à ta masse fois une unité de longueur. Par centimètre, tu gagnes 1. Et donc tu vas avoir une intégrale simple, comme ceci, avec de ce style-là. Et tu vois, comme tu intègres juste au DL, ça dépend pas de DL, ça dépend pas de DL, et donc tu vas juste retrouver mr carré en gros. Mais une autre fois, une autre année, une autre vie. Mais si ça t'intéresse, il y a plein de choses sur Internet dessus. Ça va, ok, merci. Ok, alors là, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai parlé un peu des poulies. Quand est-ce qu'on considère qu'une poulie est négligeable? Quand est-ce qu'on peut dire c'est quoi le couple résistif et tout? Maintenant, j'aimerais bien un peu parler des cordes. On a souvent dit T1 égale T2, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et donc ici, on imagine 2 chariots. Ceci. J'ai un gros chariot M1 avec un petit chariot M2. Ils sont reliés par une corde et moi je viens tirer avec une force mon chariot. Alors, maintenant, on va s'intéresser juste à ce qui se passe horizontalement. Alors ça, c'est quelque chose que j'évite de faire au tout début du cours, hein. Ici, il faut bien se rappeler qu'il y a le poids, qu'il y a la normale. Mais là, je vais juste me concentrer selon X. C'est vraiment... Ici, je vais parler que selon X pour un peu regarder ce qui se passe dans la corde. Et donc, ma première question,
oubliez un peu tout ce qu'on a fait avec les cordes ici. Combien de systèmes est-ce que je pourrais isoler là-dedans? Et lesquels? Deux systèmes. 2 Ok. Celui-là et l'autre. et celui-là. Ben, en fait, il y en a 3. Pour l'instant, j'en ai pas parlé, mais D'accord. la corde, en fait, c'est un objet. Enfin, mon petit chariot M1, bah, c'est un chariot de masse M1. Mon deuxième objet, c'est un chariot de masse M2. Et mon troisième objet, c'est une corde. Mais ça pourrait être un chariot, ça pourrait être n'importe quoi de masse MC. Et donc, ici, on pourrait décomposer ça comme ceci. Vous avez mon système 1 qui est juste tiré vers la droite. Vous avez mon système 2 qui est tiré vers la gauche par la corde et vers la droite avec la force ici. Et ma corde, eh ben, elle est tirée vers la gauche par le chariot 1 et vers la droite par le chariot 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça qu'on aurait pu faire ça si on simplifie vraiment rien, on dit juste j'ai 3 systèmes et voilà, Oui. avec le lien entre mes systèmes qui est celui-ci. Vous voyez que ici par action-réaction, ces deux forces-là sont identiques en norme. Oui. Et l'autre côté, les deux autres, oui. Ok. Donc, je vous dis pas qu'il faut faire ça, mais là, on va une fois le faire vraiment bien. On aurait pu faire ça pour tous les exercices, hein, mais vous imaginez le nombre de systèmes dont on aurait eu besoin. Ici, on aurait fait un truc du style 1 système, 2 systèmes, 3 systèmes, 4 systèmes, 5 systèmes. Ça aurait été vite l'enfer, quoi. Donc, on l'a jamais fait, mais j'aimerais bien un peu réfléchir pourquoi on l'a jamais fait. Alors, j'aimerais bien qu'on regarde juste ma corde. Si je mets mon axe des X comme ceci, c'est quoi l'équation ici de la dynamique dessus? C'est quoi la somme des forces? C'est moins la force 1 plus la force 2, là. C'est ça, je vais l'écrire dans l'autre sens, mais c'est ça. C'est FC2 moins FC1. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la masse de la corde fois l'accélération. Alors, c'est l'accélération de la corde, mais ici, tout bouge ensemble. Donc, A1 égale à 2 C'est la même. égale l'accélération de la corde. Et nous, très souvent, on a dit quoi? On a dit que FC2 était égal à FC1. Que ce qu'il y avait à gauche et à droite, c'était la même chose. Ben, avec cette équation-là, dans quel cas est-ce qu'on a ça? S'il y a la même masse et la même accélération. Alors, pas la même masse et la même accélération. Mais si ici, j'ai 0. 0, c'est statique, non? C'est quand il bouge pas. Bah, attends, C'est presque. ça. Ah. Donc, si ici, j'ai FC2 moins FC1 égale 0, alors j'ai bien FC2 égale FC1. D'accord? Donc, ça, c'est dire que la tension dans ma corde, elle est la même partout. Elle est la même à gauche qu'à droite. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on venait de faire dans ces exercices-ci, hein, où je disais, regardez ici, T1 en bas et T1 en haut, c'est la même chose. Ici, je disais T2 en haut, T2 en bas, c'est la même chose. Ben, pour pouvoir dire ça, il faut avoir ici à droite 0. Et là, il y a deux cas où ça vaut 0. Il y a le cas où, comme tu viens de le dire, A égale 0, c'est-à-dire on est en statique. Mais il y a un autre cas, c'est si la masse de la corde
égale 0. Et donc, toutes les fois où on a dit la tension dans la corde c'est la même, quand on était en statique, bah, c'était évident en fait. Pour que je sois en statique, il faut la même tension des deux côtés. Sinon, bah, il y aurait une accélération, ça commencerait à bouger. Mais si la masse de la corde est nulle, j'ai aussi la même tension. Et on peut le voir autrement en fait. Une corde c'est tellement léger que vous pouvez faire le test chez vous si vous prenez une corde entre vos deux mains et que vous la tirez à droite et à gauche. Donc vous prenez une corde, vous mettez votre main ici, une autre main ici, et vous tirez à droite et à gauche. Ben, il va suffire que vous tirez un tout petit peu plus fort à droite ou un tout petit peu plus fort à gauche pour que ça bouge. Il ne faut pas une grande différence de force entre à droite et à gauche pour aller vers la droite ou vers la gauche. Pourquoi? Parce que votre objet est tellement léger. C'est comme j'avais pris l'exemple, vous vous souvenez, si je pousse une grosse voiture ou si je pousse un bébé, le bébé il part super vite. Ben, une corde c'est super léger, peut-être 10 grammes, même pas. Enfin ça dépend des cordes, hein, mais... Et donc vous êtes quasi toujours dans ce cas où vous êtes peut-être pas à 0, mais très très proche de 0. Et c'est pour ça que dans toutes les cordes qu'on considère, on dit la tension est la même des deux côtés. Parce que bah, ma corde, elle a une masse nulle. Alors si c'est statique, d'office. Mais même si on est en dynamique, ma corde est tellement légère. Par contre, imaginons ici que vous avez un chariot de 1 kg. Et ici un autre chariot de 0,5 kg. Et quand les deux, vous ne mettez pas une corde, mais une bonne chaîne en acier qui pèse 1 kg. Ben dans ce cas-là, vous ne pouvez pas du tout dire que ah oui, mais c'est la même tension. Parce que c'est comme si vous aviez un troisième objet. Vous avez un objet d'1 kg, un deuxième objet d'1 kg, un troisième objet de 0,5 kg. Peu importe que cet objet s'appelle corde, c'est un objet, il a une masse. Mais très souvent, les cordes, ben, c'est quelque chose de léger, surtout comparé au reste. Pour reprendre mon exemple du lustre, ici j'avais 121 kg et mon bonhomme ici 80 kg. Bah, même si vous avez une bonne corde, elle va peut-être peser 5 kg, mais 5 kg comparé à 120 plus 80, donc 5 kg comparé à 200, c'est rien du tout, on peut la négliger, on peut considérer que la tension est constante. Donc ça, c'est un petit mot sur les cordes. Maintenant qu'on a fait pas mal d'exercices, je trouve que c'est le bon moment d'en parler un petit peu. On a vu avant, c'était quoi une poulie parfaite? Bah, c'est quoi une corde parfaite? Une corde parfaite, c'est une corde qui est très légère. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui. Parfait. Alors, toc. Je ne vais pas aller plus loin dans cet exercice-là. Si ça vous intéresse, je vous laisse faire la fin, mais tout est expliqué. Et voilà, ici, il y a deux petits exercices, mais il suffit que vous le fassiez, c'est pas très compliqué. Moi, j'aimerais bien juste arriver sur cette conclusion ici, sur le temps qui reste. Donc, il y a deux cas quand on a une seule corde. Alors, j'insiste, c'est quand on a une seule corde. Quand on avait la poulie à deux gorges, là, c'est deux cordes différentes, ça n'a rien à voir. Si jamais on est en translation, c'est-à-dire si on tire sur une corde, comme ça, vous voyez, dans ce cas-là, alors on vient de dire que la tension dans ma corde à gauche et à droite, pour réemployer ce qu'on avait fait dans les exercices T1 et T2, c'est identique si la masse de la corde est négligeable ou si on est en statique. Maintenant, vous vous souvenez dans la machine d'Atwood, ici, j'avais T1 et T2. J'avais dit que c'était identique du même côté de la poulie. Vous voyez ici, en fait, je tire en haut avec ma poulie là, je tire en bas avec ma masse là. Bah, ça, je peux le dire, que le T1 ici en bas et le T1 en haut, là, c'est identique grâce au fait que ma corde, elle soit très légère.
par contre, dans cet exercice, j'avais bien fait attention, je ne vous avais pas justifié pourquoi, mais j'avais fait attention de dire que T1 ici était différent de T2. Pourtant, c'est la même corde, elle continue là. Mais c'est pas identique. Pourquoi? Parce que ma poulie, si vous voulez, elle va agripper la corde. Et donc, ma corde va perdre un peu de tension. Et ça, on peut le remontrer en regardant de nouveau cette équation-là. Ici, si je regarde une poulie, ma corde, là, elle vient là avec une tension T1. Et elle vient de l'autre côté avec une tension T2. Et si j'écris les équations, ça, c'est le rayon R. Et donc, je vais avoir ceci. RT1 moins RT2 égale I alpha. D'accord? Pour la somme des moments égale I alpha, c'est ce qu'on venait de faire. Mais du coup, c'est la même chose. Quand est-ce que j'ai T1 égale T2? Ben, quand j'ai soit I qui vaut 0, soit alpha qui vaut 0. Et donc, pouvoir dire qu'une poulie redirige juste la corde, qu'elle ne perd pas de tension, ma corde, grâce à la poulie, il faut que soit ma poulie soit négligeable, parfaite. Et rappelez-vous, l'inertie d'une poulie, c'est mr carré sur 2. Donc, il y a deux choix. Soit j'ai une poulie très légère, soit j'ai une poulie petite. Et souvent, en fait, c'est les deux. Si j'ai une petite poulie, pas lourde, mais pas grande en plus, elle a une petite inertie et donc ma corde, elle va quasi pas perdre de tension au contact de la poulie. Par contre, si j'ai une bonne grosse poulie, bah, ma tension ne sera pas la même des deux côtés. Elle va être perdue au long de la poulie. Et l'autre cas, encore une fois, c'est si on est en statique. Alors en statique, j'ai toujours T1 égale T2. Et c'est pour ça qu'on commence aussi par la statique. Au début de l'année, on peut juste dire ma corde, c'est la même chose partout. Voilà, on ne se pose pas de questions. Quand on est en dynamique, eh ben, il faut voir si on peut vraiment dire est-ce qu'on la prend dans le système ou pas. Et pour qu'on la considère dans le système, il faut que ce soit suffisamment massif pour que ça influence les calculs. Ça, c'est dans le cas idéal. J'ai juste ici une corde tirée d'un côté et de l'autre. De l'autre côté, j'ai juste une poulie qui tourne. Évidemment, dès qu'on ajoute des frottements sur la corde ou des couples résistifs, ça peut changer. Ça peut faire que ma tension ne sera pas la même, etc. Et donc, ça va venir influencer vos équations. Ici, même si j'ai une poulie qui est sans inertie, si jamais elle n'a pas d'inertie, ma poulie, imaginez une poulie ici, très petite, mais qui soit complètement bloquée parce que le roulement est devenu complètement carré, ça ne marche plus. Et alors, même si j'ai une inertie petite, j'aurai pas la même tension parce que ma poulie va être complètement bloquée. Et donc ça rajoute toujours un peu de complexité. Et donc, de manière générale, les seuls moments où vous pouvez dire que les tensions sont les mêmes, c'est si on vous dit nous dans l'énoncé, c'est parfait, ou si vous avez quelque chose de tout petit, tout négligeable, une petite masse. Et puis, il y a le dernier cas, si c'est de la statique, là, il n'y a pas de question à se poser. Est-ce qu'il y a des questions sur ces cordes? Dans quel cas est-ce qu'on pouvait dire vraiment que la tension est la même des deux côtés? Ou pas? Oui? Par exemple, pour M1 et M2. Disons, M1 c'est 5 kg, M2 6 kg. Jusqu'à quel poids, dans la corde, on peut dire que elle est négligeable? Tu m'as dit 5 kg ici et 6 kg là? Si tu as envie, ça va... Regarde, on peut le faire très... Allez, bon, ça va dépendre ici de R. Mais comment le montrer bien? Je réfléchis à la meilleure manière de le faire. Ok, je vais l'écrire comme ça. Donc j'avais RT1 moins RT2. L'inertie d'une poulie, c'est mr carré sur 2 fois alpha. Donc tu vois que je peux déjà simplifier les R, tu es d'accord avec moi? Et donc, ici, ta tension 1, ça va être lié au poids ici. D'accord? Ok. Et pareil de l'autre côté. Maintenant,
qui va être lié en plus, c'est l'accélération. Et au alpha ici. Et donc, pour ça, il faudrait résoudre tout ceci. Dire que T1, c'est égal. Et alors, tu vois, refaire ce qu'on a fait tantôt ici. J'ai T1, j'ai P1. Et donc, T1, c'est P1 moins M1A. Et dire que A, c'est alpha R. D'accord? Tu peux faire avec T2 et mettre ça là-dedans. Tout ceci, on l'a déjà fait en fait. C'est pour ça que j'avais commencé dans cet ordre-là. On l'a fait pour ceci. Tu vois, on a tout pris en exemple. Et c'est la discussion que j'ai eue ici tout à la fin. Et donc, typiquement, tu vois qu'au dénominateur, ce que tu vas avoir, c'est une formule de ce style-là. Où tu avais, enfin, je vais plutôt prendre celle-là, la masse de 1 fois le rayon carré, plus la masse de 2 fois le rayon carré, plus l'inertie qui vaut mp carré sur r, sur 2. Tu es toujours avec moi? Donc, si je mets tout ceci, ça veut dire que j'avais... je vais l'écrire sur l'autre slide, comme ça c'est un peu plus propre. Mais... ça veut dire qu'à la fin, ce qui jouait vraiment, tu avais M1 R carré plus M2 R carré plus la masse de la poulie divisé par 2 R carré. Donc le R carré, ça joue de la même façon partout. Et donc, à partir de quand tu peux dire que la masse de la poulie est négligeable? Ben, ici, tu as 5. Ici, tu as 6, hein, dans l'exemple que tu m'as demandé. Et puis, tu as la masse de la poulie divisée par 2. Et donc, là, tout va dépendre de la précision que tu veux. Imaginons que ta poulie fasse 1 kg. Ici, tu as 11. Et donc, ici, tu auras un demi. Ben, ça veut dire que dans ce cas-ci, tu vois, négliger, c'est toujours un compromis. Si tu négliges ça, tu fais une erreur de 0,5 sur 11. 0,5 sur 11, on va regarder combien ça fait 1 divisé par 22. Tu fais une erreur de 4,5%. Ça va encore. Par contre, si ta poulie elle fait 2 kg, tu fais une erreur de 9%. Si elle fait 3 kg, tu fais une erreur de 13,5%. 9%, c'est déjà trop, non? Ben, et c'est là que c'est important. En fait, il n'y a pas de... quand tu veux négliger quelque chose, c'est pas est-ce qu'il y a un bon moment, un mauvais moment. Ça dépend toujours de ce que tu veux faire. Si tu veux avoir une idée de grosso modo, est-ce que ça va mettre 10 secondes à toucher le sol ou 20 secondes? Tu vois, en 10 et 20 secondes, une erreur de 10%, c'est en 10 et 11 secondes. Donc, il n'y a pas de différence vraiment. Par contre, si tu veux calculer une nouvelle constante, si tu veux trouver petit g avec 10 chiffres après la virgule, bah alors même une erreur de 1%, c'est trop. Ah Et oui, donc, justement. Je demandais ça au cas où j'avais un exercice. Je sais pas, je suis bloqué, genre. Si je dois prendre un système pour la com. et donc, tout va toujours dépendre de la précision que tu vas avoir. Ça, c'est quand on parle de la vraie vie. Quand on est ici à l'examen, c'est simple. Nous, on vous dira simplement, c'est parfait, vous pouvez l'ignorer. Ou on vous dira, elle a telle masse et telle inertie, et donc là, on vous la donne, et donc vous devez le calculer. Ok. Ce ne sera pas à vous de faire le travail de savoir si c'est négligeable ou pas dans les questions. Parce que comme je vous le disais un peu, hein, ici, le but de cet exercice, c'est que vous soyez capable d'écrire ça. Ou plutôt d'écrire ça, en fait. Ouais. Maintenant, moi, ça m'intéresse que quand on fait tous ces exercices où on vous dit, parfois on néglige la poulie, parfois on la néglige pas, que ce soit pas pour vous quelque chose qui vous semble complètement mystique, de temps en temps le prof il dit que, de temps en temps il dit que pas, qu'en fait, les cas où on a décidé de ne pas la négliger, c'est les cas où c'était vraiment important. Soit elle est très massive, soit on veut être très précis. Par exemple, dans le cas du cascadeur qui descend comme ça avec une grosse poulie, bah là on ne pouvait pas parce que la poulie est très massive. Dans ce cas-ci, on ne pouvait pas parce que je vous ai expliqué au tout début que Atwood, son but c'était d'être très précis, c'était de trouver petit g avec beaucoup de précision, donc il voulait prendre tout en compte. Voilà. Ça répond un peu à ta question ou pas?
Ouais? Sûr? Sûr? Ok. Eh ben alors, on reste là. Je ne vous donne pas de travail pour la fois prochaine par rapport au cours de maintenant. Par contre, soyez conscient que, premièrement, je vous ai laissé jusque demain en plus pour terminer la cotation permanente qui devait être finie pour aujourd'hui. Donc faites ça absolument. Vous avez ça jusque demain. Si vous n'y arrivez pas, une petite photo de ce que vous avez fait, vous m'envoyez, je vous explique ce qui n'a pas été. Ensuite, mercredi environ, on vous donnera ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine. Et donc, faites ça pour le cours prochain, ce qu'on vous mettra sur Moodle. Vous recevrez un mail quand c'est fait, hein. Pas besoin d'aller voir tous les jours s'il y a des trucs sur Moodle. Ce sera sur un truc qu'on a vu ou pas encore? Il y aura un mélange des deux. En fait, il y aura des poulies, donc ce seront des trucs que vous avez vus, mais d'autres exercices. Et il y aura cet exercice-ci amené pas à pas. Donc c'est toujours de la dynamique, donc la théorie vous devriez la voir, mais c'est des nouveaux exercices et vous savez bien que chaque fois que c'est un nouvel exercice, c'est un petit challenge quand même. Ça va? Alors pour info, ce cours-ci, comme d'habitude, je le mettrai en ligne d'ici une petite heure maximum sur Moodle. Je vous envoie pas de mail, mais ce sera au même endroit que d'habitude, que ce que vous aviez déjà la fois passée. Ça va? Ok, désolé, on a un peu dépassé avec les questions. Pour moi, on peut s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais sinon, si vous voulez y aller,